Bienvenue à Mémoire du passé. Aujourd'hui, il sera question du rôle primordial qu'ont joué les chevaux dans le développement des Laurentides. Également, nous parlerons du lien particulier qui unissait le célèbre poète Gaston Miron à la municipalité de Val-des-Lacs, que nous visitons d'ailleurs aujourd'hui, tout comme Sainte-Lucie-des-Laurentides et Lantier. L'historien Michel Allard nous partagera quelques secrets bien gardés de ces trois municipalités, en plus de nous faire visiter l'une des plus belles églises des Laurentides. Contente de vous retrouver, Michel. Moi aussi, ça va faire une autre émission. Bien, une émission chargée, Michel. On visite quand même trois municipalités aujourd'hui. Et on commence à Sainte-Lucie-des-Laurentides. On se trouve devant l'église, mais on ne parlera pas tout de suite du bâtiment. On retourne en 1860, alors que des pionniers remontent la rivière du Nord à partir de Sainte-Agathe et jusqu'à son embouchure au lac Brûlé. Voilà. Bon, vous savez, ce qui était en dessous de ça, c'est qu'on cherchait le passage pour s'en aller dans la vallée de la Rouge. Pour arriver dans la vallée de la Rouge, avant la colonisation anglophone qui s'en venait du côté de la Rondelle, qui était partie à Brébeuf. Or, on arrive ici au lac Brûlé, puis là, la première idée qu'on a, on dit, écoutez, là, il y a une option. On pourrait continuer jusqu'au territoire qu'aujourd'hui c'est Saint-Donat, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas Saint-Donat. On peut aller jusque-là. Et de là, on peut passer par en arrière, contourner le massif du Mont-Tremblant et arriver dans la vallée de la Rouge. Puis on avait ça en idée parce que déjà, l'abbé Provost avait déjà commencé à explorer ce côté-là. Puis deuxièmement aussi, on savait qu'il y avait un chemin qui avait commencé à être construit à partir de Terrebonne et on espérait qu'il passerait aussi par Sainte-Lucie. Ça veut donc dire que Sainte-Lucie, c'est le territoire de Sainte-Lucie qui devenait intéressant. Mais, 1870, qu'est-ce qui est arrivé? Le curé Leblanc de Sainte-Agathe, avec le curé Labelle, ont réussi à tracer un chemin de Sainte-Agathe, à ce qui est Saint-Faustin aujourd'hui, à travers la moraine de Saint-Narcisse, avec le chemin qu'on a appelé le chemin de la Repousse. On s'est trouvé ici que, bien, ce chemin-là, vers Saint-Donat, ça a été abandonné. Par contre, juste pour vous donner une idée, entre 1860 et 1872-73, il y a au moins 200 lots qui ont été habités ici. Oui, ça avait été fulgurant. C'est ça. Pour le début, c'était un début très, très fulgurant. Par contre, après ça, bien, ça s'est un peu stabilisé. C'est-à-dire que d'abord, on a eu une municipalité de canton, et puis on a eu le conseil municipal, et disons, les choses allaient assez bien. Mais 1873, ici comme ailleurs des Laurentides, c'est une crise économique. Ça veut dire que nos colons ont eu beaucoup plus de misère à un moment donné à survivre. Mais malgré tout, ils réussissaient à vivre, et puis ça aimait vivre quand même assez bien. Bien, 1888, là, par contre, là, le Conseil a dit qu'il faut convaincre le Canadien Pacifique de passer le train par ici. Parce que le train est arrivé à Mont-Roland, et là, il fallait monter la côte du Sauvage, qui était très difficile. Donc, on s'est dit, on pourrait peut-être passer par ici. Alors là, le conseil municipal a même chargé le maire de rencontrer le président du Canadien Pacifique pour essayer que le train passe ici. Mais ça n'a pas marché. Donc, le train n'a pas passé ici. Puis, bien, finalement, en 1903, il y a eu un grand feu, mais ils ont été chanceux ici à Sainte-Lucie. Comme le terrain avait été défriché, ça a fait comme un coupe-feu. C'est-à-dire que le feu a commencé à passer à travers, autour du village, et ça est en allé plus loin. Puis ça n'a pas touché le village? Pardon? Ça a touché un petit peu, là. Attention, là. Il y en avait qui étaient un peu loin, mais dans l'ensemble du village, le noyau villageois lui-même n'a pas été touché. Voilà. Après ça, bien, Sainte-Lucie, c'est devenu un endroit tranquille où il y a des gens venaient passer leurs vacances.
Mais c'était quand même, ça a jusqu'à nos jours réussi quand même à avoir un endroit où il fait bon vivre, et puis un petit peu tranquille, puis qu'on est un peu à l'écart, si vous voulez, de toute la grosse civilisation qu'on connaît dans d'autres municipalités environnantes. Et là, Michel, on se trouve devant l'église, Sainte-Lucie ou Santa Lucia. C'est une des saintes les plus importantes en Italie. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est une sainte qui est très appréciée et qu'on fête. Par exemple, ici, à Sainte-Lucie, là, quand il y avait des Italiens qui restaient ici, et quand c'était la Santa Lucia, ils faisaient venir leurs amis de Montréal, puis il y avait une grande fête qu'ils faisaient pour fêter la Santa Lucia. Puis il y a aussi une autre chose. Il y a un petit problème par rapport à la Santa Lucia. Vous savez, c'est le jour de la fête de la Santa Lucia, c'est la journée où le soleil se couche plus tard que la veille. Or, il y a un proverbe qui dit, un dicton qui dit « À la Santa Lucia, le jour avance... » du saut d'une puce. Ah, c'est long, ça, c'est beaucoup. Hein? Bon, pour venir à notre église, vous savez, c'est une église qui a été décorée par Toussaint Xénophon Renaud. À l'époque, c'est un des grands peintres décorateurs des églises. Il y en a fait plus que ça au travers du Québec. Et ici, ce qu'on trouve à l'intérieur, d'abord, il y a la peinture de Santa Lucia au-dessus du maître-autel. C'est lui qui l'a fait. Et les deux autres, de chaque côté, c'est probablement lui, sinon c'est lui qui a travaillé à la décoration. Le maître-autel qu'on voit, c'est un maître-autel qui vient de Saint-Louis de Terrebonne. Parce qu'à l'époque, la tradition voulait qu'une nouvelle église recevait une espèce, si vous voulez, de don d'une église qui était plus ancienne. Ensuite, on retrouve aussi un orgue qui est en haut. Et c'est un orgue d'une compagnie américaine. Il y en a très peu de ces orgues-là qui ont été installés au Québec. Et puis, aussi, on a un chemin de croix, que si vous avez remarqué, le chemin de croix, c'est un chemin de croix sculpté à l'intérieur. Fait que cette église, à l'intérieur, c'est une décoration sobre, mais c'est probablement une des très belles églises qu'on nous retrouvons dans les Laurentides. Et finalement, une dernière chose, regardez le clocher ici en haut, c'est un clocher qu'on ne trouve pas exactement pareil. Or, voilà l'église de Santa Lucia, Sainte-Lucie. Michel, non loin d'où on se situe présentement, c'est la réserve de Tioé-Toron, qui veut dire petite brise devenue un vent tourbillonnant. Oui, exact. Et donc, on sait que les Mohawks fréquentaient le territoire actuel du canton de Doncaster avant l'arrivée des premiers Blancs. Oui, oui. Voyez-vous, les Mohawks étaient à Oka. C'était facile, à partir d'Oka, ils prenaient la rivière du Nord. Après ça, ils prenaient la Doncaster, qui était très facile, et qui appelaient, eux autres, la Renouche. Et puis là, ils s'en venaient pas loin d'ici, et là, c'était un territoire de chasse et de pêche. Or, c'était un territoire qui leur permettait de pêcher et de chasser. En 1837, quand il y a eu la bataille de Saint-Eustache, il y a des patriotes qui sont venus se cacher dans le territoire amérindien, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas encore une réserve officiellement. Alors, ils sont venus se cacher là, puis après ça, ils ont pris la rivière du Nord, et ils sont montés jusqu'à Ivry, où ils sont installés. Bon, en 1851, vous savez, le gouvernement a décidé de les mettre dans des réserves. Bon, et là, on a créé la réserve ici, qu'on trouve, qui était dans le canton de Doncaster. Et les Amérindiens, les Mohawks, ont continué à établir une place où ils faisaient de la chasse et de la pêche. On sait aussi qu'il y a des squatters blancs qui ont essayé de s'installer sur leur territoire, mais ils n'ont jamais réussi. Et puis finalement, lorsqu'on a refait le cadastre il y a quelques années, on s'est aperçu que, ça arrivait un peu partout au Québec, qu'il y avait une partie, peut-être juste 10 du territoire, qui était dans le territoire de la réserve, mais qui n'avait pas été cadastré comme étant dans la réserve. Alors voilà, encore aujourd'hui, c'est un territoire où on chasse et on pêche, et il y a quelques familles qui demeurent. Michel, on est actuellement au domaine Cardy, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, et Verdon Grandison
Cardy a fait carrière dans l'hôtellerie d'abord, puis ensuite il est devenu un personnage assez important dans l'histoire de Sainte-Lucie. Oui, oui. Voyez-vous, ici, on appelait ça le ranch Vernon Cardy. Bon, Cardy, c'est quelqu'un qui commence sa carrière dans l'hôtellerie. Et puis, il monte une chaîne de 8 hôtels. Et puis ça, il vend ça à Sheraton. En même temps, il avait le goût des chevaux. Fait qu'il avait acheté ici, à Sainte-Lucie, des grands terrains. Et là, il a commencé à élever des chevaux. Il y avait des chevaux de course. Il y avait des chevaux de saut. Il y avait des chevaux pour la chasse au renard. Et puis, il élevait les chevaux ici. Et il y avait, dans le sud des États-Unis, il y avait une autre ferme qui appartenait. Oui, en Caroline du Nord. C'est ça. Fait que l'hiver, il s'en allait là, puis l'été, il était ici. Or, on dit qu'à l'époque, c'était une des plus gros... Les deux ensemble, c'était une des plus grosses organisations, si vous voulez, d'élevage. Fait qu'il a remporté plusieurs prix. Lui-même, il faisait des concours hippiques. Or, c'était une place, si vous voulez, excessivement importante. Excessivement importante pour la question du cheval. Puis il faut dire aussi qu'il y a quelque chose en particulier qui s'est passé ici. Ça, je vais vous le dire. On dit qu'en 1950, la duchesse, qui va devenir la reine Élisabeth, aurait séjourné ici. Dans la maison principale. Dans la maison principale. Or, Cardy, si vous voulez, pour venir à Cardy, il a continué son organisation. Finalement, il a acheté l'Alpine Inn. Or, il y a des amis qui me disaient à l'époque, on disait Cardy, l'hôtel Cardy Alpine Inn. Et puis, bien, tout le restant de sa vie, il s'est occupé des chevaux en particulier. Et en 1970, il est décédé. Et on n'est pas ici pour rien, Michel, hein, parce que vous l'avez dit, le cheval a eu une importance capitale dans les Laurentides tout au long de la colonisation. Oui, oui, oui. S'il n'y a pas de chevaux, s'il n'y a pas de cheval, s'il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de colonisation. D'abord, ça prend un cheval pour que lorsqu'on défriche, ça prend un cheval pour lorsqu'on sème, lorsqu'on laboure, etc. Ça prend un cheval pour pouvoir se promener. Or, on disait ici qu'un cheval, c'était absolument essentiel, et 2 chevaux, c'était le signe que tu étais riche. Fait que les chevaux, donc, on servait à ça. Ensuite, pour les compagnies forestières, comment sortir les billots du bois pour aller les mettre sur les lacs, sur les rivières. Or, ça servait aussi pour ça. Or, si vous voulez, c'est les principales utilisations qu'on avait des chevaux à l'époque. Mais quand, dans les années 1900, 1920, les automobiles sont arrivées, bien, le cheval est devenu un instrument si vous voulez, de loisir. Particulièrement, l'historien Joseph Graham dit que dans les années 1910-1920, l'équitation, c'était le sport ou le loisir le plus pratiqué, même plus que le ski et même plus que les sports nautiques. Par contre, lorsqu'en 1930, le ski a pris son essor, bien là, à ce moment-là, c'est devenu un peu moins populaire. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que partout ici autour, Sainte-Agathe, Ivry, Sainte-Lucie, même Sainte-Adèle, c'est tout relié par des chemins pour l'équitation. Et encore aujourd'hui, ces chemins-là sont là. Alors voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, Cardy, début, et l'histoire résumée du cheval, très important dans l'histoire de la colonisation et dans l'histoire des Laurentides. Michel, plus loin derrière nous, c'est le majestueux mont Kaycop, le 2e sommet le plus haut des Laurentides, qui est haut de 838 mètres quand même. Et son nom signifie un espace dénudé, rocailleux, en hauteur. Et Michel, aujourd'hui, c'est le repère vraiment des adeptes de la randonnée ou encore du parapente. Oui, oui. Et en même temps, il faut dire aussi qu'il y a un corridor faunique qui part d'ici et qui se rend jusqu'au Mont-Tremblant, au parc du Mont-Tremblant. Et il y a aussi, à l'intérieur de la forêt, là, il y a des sentiers pour se promener, etc. La question qui se pose, c'est la suivante. Depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, construire des chalets ou rester de façon permanente, qui cherchent le calme, la tranquillité.
Puis en même temps, bien, il y a des compagnies qui veulent profiter des ressources naturelles. Et puis même, des fois, offrir certains services. Par exemple, ici, au moins Calicop, là, il y a une polémique qui a éclaté il y a quelques années et qui n'est pas encore réglée. Aux dernières nouvelles, il m'avait dit que ça se réglerait par un référendum. En tout cas, bon. Il y a des choses qui se passent ici que c'est... Il y en a qui veulent... Il y a une compagnie forestière qui veut faire une coupe. Il veut couper ces arbres-là. C'est une forêt centenaire. Et puis d'autre côté, il y a un groupe, un collectif qui s'est formé qui, lui, veut conserver cette forêt naturelle-là. Fait que donc, si vous voulez, une opposition entre les uns et les autres. Et ce genre de confrontation-là, Michel, là, ça rappelle, si on veut, les problématiques qui sont survenues il y a plusieurs années entre les colons et les compagnies forestières ou encore les clubs privés de chasse et de pêche. Exactement. Et en plus de ça, on pourrait ajouter simplement Jack Rabbit, quand il a voulu faire sa Maple Leaf à partir de la Belle jusqu'à Shawbridge, bien, il fallait qu'il négocie avec les cultivateurs, avec les colons, qui ne voulaient pas qu'ils passent sur ces terres. Fait que donc, c'est dans le même esprit. Puis même, on peut, si vous voulez, aller encore regarder, il n'y a pas longtemps, ici au lac supérieur, il y a eu une polémique. On voulait faire une mine et puis les gens ne voulaient pas. À Saint-Adolphe, encore, bien là, c'était les pylônes qui détruisaient le paysage. Fait que, ce que je vous dis, moi, je pense que si on regarde comme il faut, il y a d'un côté une lutte qui existe depuis toujours entre ce que j'appelle les nomades, c'est-à-dire les nomades des compagnies forestières, ils coupent, ils s'en vont. Les compagnies minières, ils vont dans le sol puis ils s'en vont. Et aussi, bien, les skieurs qui passent puis qui s'en vont. Et d'autre côté, vous avez les sédentaires. Alors, les sédentaires, autrefois, c'était les colons. Aujourd'hui, ce sont ceux qui ont des résidences secondaires ou qui ont des résidences permanentes. Fait qu'il y aura toujours, si vous voulez, une espèce de tension qui dépasse, dans le fond, juste des questions locales, mais qui remet en cause toute la cohabitation entre les nomades et les sédentaires. On est maintenant rendu, Michel, à la municipalité de Lantier. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a nommé la municipalité ainsi à partir du bureau de poste. Et si on se ramène au 19e siècle ou encore au début du 20e siècle, il n'était pas rare qu'une municipalité compte plusieurs bureaux de poste. Oui, vous avez raison. La municipalité de Lantier avait 3 ou 4 bureaux de poste, je ne sais pas combien, mais il y en avait un ici. Celui-là, il a été créé au début du 20e siècle. Dans les alentours ici, il y a un peu de chicane pour savoir où il était, mais on sait qu'il est dans ce coin-ci, le rang 8 dans ce coin-ci. Et le chef de poste, il s'appelait Hormidas Lantier. Mais attention, retenez bien avec un H et un T. Bon, on y reviendra sur ça. Et puis donc, on crée un bureau de poste. Et puis, bon, ben là, le bureau de poste va profiter, etc. Mais je voudrais raconter une petite histoire par rapport à la route qui est là. Vous allez comprendre des affaires après. Parce qu'il n'y avait pas de route 329 à l'époque. Ça n'existait pas. On avait pensé d'avoir une route qui irait de Saint-Donat à Sainte-Agathe. Le curé de Sainte-Lucie voulait absolument que ça passe par son village. Et le curé de Saint-Donat voulait non, ça en allait directement à Sainte-Agathe. Or, imaginez-vous ce qui est arrivé. Une journée que des ouvriers de Saint-Donat sont venus dans ce coin-ci pour travailler sur la route, qu'est-ce qui est arrivé? Des gens de Sainte-Lucie avec le fusil de chasse. Attendez! Et puis là, bien, il y a eu une polémique. La police est arrivée, etc. Et puis, il y a eu quelques amendes pour avoir brisé des clôtures. Et puis, on dit qu'il y en a un qui est empoisonné, etc. Bon, ce qui a fait que pendant 15 ans, il n'y a plus été question de faire une route ici. Et finalement, c'est les années 30 qu'on a décidé de faire ce qui est aujourd'hui la 329. Et puis, mais par contre, elle est ouverte à l'hiver uniquement en 1945, c'est-à-dire au moment où la 117 est ouverte.
Et donc, on est en 45. 1945, on sait que le bureau de poste, à ce moment-là, de Lantier, logeait dans le magasin général sur le terrain vague, juste à côté d'où on se trouve. C'est exactement ça. Bon, puis auparavant, c'était une beurrerie qui était là, puis là, c'était le magasin général, et le bureau de poste logeait à l'intérieur du magasin général. Mais ce qui est arrivé, voyez-vous, en 46, les gens qui étaient autour ici, il fallait qu'ils aillent à l'église à Sainte-Lucie. Mais les chemins n'étaient pas très bien entretenus, puis ils trouvaient ça loin un peu. Fait que là, ils ont demandé à l'évêque de pouvoir dire la messe à l'école. L'école qui est en arrière d'ici, c'est une école de rang à l'époque. Et l'évêque a dit oui, ils ont commencé à faire une messe. Et puis après ça, ils ont voulu se constituer en mission. Alors, ils sont constitués en mission. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On construit une chapelle. Ah, on a construit une chapelle exactement à l'endroit où se trouve l'église aujourd'hui. Mais au bout d'un certain nombre d'années, la chapelle, là, on est devenu une vraie paroisse qui a été dédiée à Maria Goretti, dont on voit la statue ici en arrière. Maria Goretti, qui est une sainte italienne, mais pas une sainte du 19e siècle, mais c'est une sainte du 20e siècle. Alors, la paroisse a été fondée et on a construit cette belle église qui est là actuellement. Si vous remarquez, cette église-là est un peu particulière parce que le clocher n'est pas sur le toit de l'église. Il est en avant, puis il est rattaché à l'église. On appelle ça un campanile. Or, c'est-à-dire que la cloche est à côté de l'église. Et c'est rare, ça, dans les Laurentides. C'est très rare dans les Laurentides. Il y en a très, très peu. Bon. Or, la paroisse est fondée, mais on a une paroisse religieuse. Mais si on revient un peu en arrière, 1947, les gens qui étaient ici ont dit « Oui, on a pu avoir une paroisse. Ça serait intéressant si on avait une municipalité. » Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a ramassé des signatures. Parce que ça prenait, à ce moment-là, une requête de majorité de personnes qui voulaient que quelle portion de territoire se divise d'un autre territoire. Oui, ces gens-là, c'était des propriétaires, donc, de maisons sur le territoire. Voilà, qui étaient autour. Fait qu'effectivement, ils ont signé une pétition, une requête. Ça a été envoyé à Québec. Québec l'a accepté, mais il s'est passé un petit problème qu'on s'est aperçu que j'ai vérifié. Dans la proclamation, au lieu d'écrire Lantier, T-H-I-E-R, ils l'ont appelé Lantier, T-I-E-R. C'est une erreur. Bien, c'est une erreur, mais d'après ce qu'on m'a dit, les gens de la place m'ont dit, écoutez, ça coûtait trop cher pour la changer, fait qu'on a laissé ça comme ça, Lantier, T-I-E-R. Fait que, donc, dans le fond, là, tout ça dit, c'est assez unique dans les Laurentides, en tout cas, qu'une municipalité ait le nom d'un bureau de poste. Michel, on se trouve maintenant à Val-des-Lacs, anciennement Saint-Agricole. Et là, on sait qu'il y a une magnifique roche derrière nous. On n'est pas ici pour rien, mais on garde le suspense un petit peu. On va expliquer dans quelques minutes quelle est cette roche. Commençons par... Bon, on sait qu'entre 1862 et 1912 environ, il y a eu une occupation importante par les compagnies forestières ici sur le territoire. Oui, d'abord, ce sont les compagnies forestières qui, ayant épuisé un peu ce qu'il y avait plus loin, sont arrivées ici, d'autant plus qu'avec le lac à la Quenouille, c'était très bon autour. Et donc, s'installe ici. Et puis en 1880, le curé de Sainte-Agathe, l'abbé Thibodeau, lui, il s'est dit, on va continuer la colonisation. Fait qu'il a décidé d'envoyer des colons s'installer ici, sur le territoire. Or, il y a quelques colons qui sont arrivés, puis qui sont installés. Puis, comme ils étaient un petit peu assez nombreux, en 1884, on a créé une mission qu'on a créée sous le nom de la mission de Saint-Agricole. Qui est Saint-Agricole? C'est une sainte qui est italienne, mais qui dévoue l'agriculture, parce que le but de Thibodeau, c'était que les gens cultivent la terre. Alors, ils sont installés ici en 1884. Et puis, il y a une mission qui est installée. Et puis là, les gens essayent de vivre et de survivre. Et là, en 1907, c'est la compagnie forestière Pearly qui veut construire un chemin de fer, dans le fond, dans le but d'écouler ses stocks. D'écouler le bois. Et parce que s'il y avait un chemin de fer, ça serait beaucoup plus facile. Parce qu'ici, il faut dire, écoutez, ici, Saint-Agricole, c'est au centre d'un triangle. Un triangle que vous avez
Saint-Donat, Saint-Faustin, Sainte-Agathe. Donc, vous êtes au milieu du triangle. Or, à ce moment-là, c'est très difficile de communiquer avec les routes principales qui vont vers Sainte-Agathe ou vont vers Saint-Faustin. Donc, la compagnie veut faire un chemin de fer. Mais, pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné. Mais on a été chanceux. On trouve dans la presse de 1907. On a tout décrit ici. Il y a des journalistes qui sont venus et puis qui ont passé quelques temps. D'abord, ils disent, c'est beau. C'est un beau territoire. Il y a de beaux arbres. On voit que c'est une forêt. Et puis, c'est tranquille, etc. Mais ils disent, écoutez, le problème qu'il y a, là, c'est les chemins. Il n'y en a pas de chemin. Bien, les chemins, il y en a un petit peu. Par exemple, Thibodeau, quand il avait fait, il y avait un navigateur, mais il dit, les chemins sont exécrables. Les chemins sont des chemins de boue, puis ils écrivent même, on ne comprend pas que les gens, comment ils font pour passer à travers ça. Or, problème de chemin. Deuxième problème de chemin, bien, il n'y a pas de train. Il dit, comment est-ce qu'ils peuvent sortir? Les chemins ne sont pas beaux, il n'y a pas de train, puis il n'y a même pas d'hôtel. Fait qu'il dit, comment ils peuvent avoir des touristes, etc. Le journaliste finit en disant, oui, c'est un très beau pays. Oui, il y aurait moyen de faire des choses avec ce pays-là, mais il va falloir qu'à un moment donné, qu'on l'organise mieux. Et là, Michel, La Roche. Il faut parler de La Roche, Michel. Ah, La Roche. Bon, La Roche est historique. Bon, il faut expliquer que un des premiers colons s'appelait Maxime Raymond dit Michauville. Et son épouse, c'était Eugénie Servet. Or, ces deux personnes-là, ce sont les grands-pères, les grands-parents maternels de qui? Gaston Miron. Le poète national. Notre fameux poète national, qui venait passer ses vacances ici avec ses grands-parents. Et puis, on a la photo des grands-parents sur cette roche-là. Puis, on a aussi la photo des parents de Miron, à savoir sa mère qui s'appelait Jeanne Michauville et son père qui s'appelait Charles-Auguste Miron. Or, on a les photos de deux générations. Mais par contre, chez Miron, ce qui est intéressant, c'est que ça a tout influencé son œuvre. Vous savez que Miron a écrit juste un livre, L'homme rapaillé, mais à chaque fois qu'il le rééditait, il changeait. Il le perfectionnait, parce que c'est un perfectionniste, Miron. Et souvent, il parle du Nord de son enfance, de mon enfance, qui m'enveloppait dans des relents de tendresse. Il parle aussi de ce Nord-là, de ce Nord qui n'était pas facile, c'était difficile. C'était une vue de pionnier. Et aussi, il a été tout étonné à un moment donné quand il a appris que son grand-père et sa grand-mère ne savaient ni lire ni écrire. Et pourtant, sur La Roche, sur la photo, on les voit avec un livre dans les mains. Ça, c'est savoureux. Mais effectivement, on sent à quel point la nature a inspiré Gaston Miron dans son œuvre. Gaston Miron, après ça, qui est devenu, si vous voulez, un très beau poète, mais ceux qui l'ont connu, c'était un peu révolté, hein? Un peu révolté contre ce qui se passait au Québec, comme les différentes classes sociales, etc., mais qui l'exprimait par des poèmes, par une vision de l'intérieur qui fait qu'on peut aimer ces poèmes, pas uniquement pour ce qu'ils disent, mais de la façon dont c'est écrit et les sons qui en sortent. Je pose l'hypothèse que si Miron n'avait pas connu dans son enfance cet endroit où c'était difficile à vivre, où les gens, il fallait qu'ils travaillent fort, il fallait qu'ils suent. S'il n'avait pas connu ça, je ne sais pas si son œuvre aurait conservé ce souffle d'une personne qui comprend, qui souffre lui-même et qui voudrait qu'on s'en sorte de tout ça. Alors voilà, c'est un peu de l'histoire. C'est pour ça que cette roche-là, à mon avis, elle est historique. Elle parle d'un passé, alors qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne nous parlent plus d'un passé. Mais la roche, elle a quelque chose, ces autres. On ne peut pas détruire une roche. On peut détruire une maison. On peut détruire, si vous voulez, un paysage, mais on ne pourra jamais détruire cette roche. Et cette roche, on pourrait toujours écrire dessus, c'est la roche de Gaston Miron.